Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La lutte contre la pandémie de Covid-19 a engendré une mobilisation intense des établissements de santé. Elle a aussi généré une coopération inégalée. On y reviendra largement dans cette émission à l'échelle du département, mais aussi avec un focus sur la Moselle-Est. Prévenir plutôt que guérir, en plus des gestes barrières, de nombreuses mesures de protection sont mises en place, à l'instar des écrans de protection. On ira au sein de l'entreprise Verissima qui s'est lancée dans la production de parois anti-projection en verre. Depuis le déconfinement, les commerces non alimentaires sont à nouveau présents au marché. Vous verrez l'exemple de Sarreguemines. Vacances annulées, reportées ou modifiées, elles ne seront pas forcément telles que vous les aviez imaginées. Marie-Morgane nous dira ce qui s'annonce pour nos internautes. Et puis comme chaque vendredi, place aux plates, nous avions pu enregistrer plusieurs séquences avant le confinement. Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande s'intéressent aux chapelles. Avant de passer à l'actu du jour, on s'intéresse à l'actu du ciel. Voici les prévisions de Météo France pour ce week-end. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Demain, on se réveillera avec un ciel assez gris et des pluies. Des éclaircies se formeront dans l'après-midi, mais quelques averses seront encore possibles. Les températures seront comprises entre 11 et 14 degrés. Dimanche, le soleil sera à nouveau au rendez-vous. Seuls quelques nuages prendront place dans le ciel. Côté température, il fera 8 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 23 mai. Nous souhaiterons une bonne fête au Didier. Le soleil sera parmi nous de 5h38 à 21h18. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On est au cœur du long week-end de l'Ascension, mais pas de repos pour l'actu. Voici en bref les faits marquants du jour. L'Agglo booste le très haut débit. La pêche autorisée dans de nouveaux plans d'eau. Le préfet de la Moselle a autorisé l'accès aux étangs du Velchauf, de Demoulins, à Putelange-au-Lac, ainsi qu'à Mouterouse et Berenthal. Les pêcheurs doivent respecter des mesures sanitaires strictes. L'installation du conseil municipal de Sarreguemines à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. La séance se tiendra exceptionnellement sans public, mais elle sera retransmise en direct. Rendez-vous dimanche 24 mai à 10h devant votre télévision sur le site mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Prochaine collecte de sang à Rémerin et Sarralbe. Pour effectuer un don du sang, rendez-vous au foyer socio-éducatif de Rémerin-les-Putelanges le lundi 25 mai de 15h30 à 19h ou à la salle socio-culturelle de Sarralbe mardi 26 mai de 15h à 19h. Une nouvelle antenne de téléphonie à Meisenthal. Les habitants rencontrent régulièrement des difficultés à trouver du réseau. L'opérateur Orange installe une antenne dans la rue d'Alsace pour permettre une meilleure couverture. Elle devrait entrer en service au cours de l'été. Le conseil départemental de Moselle soutient le secteur du BTP. Patrick Weiten a annoncé qu'aucun chantier ne sera annulé. 54 millions d'euros de travaux programmés en 2020 sur les routes et les bâtiments vont reprendre. Et 13 millions d'euros de travaux supplémentaires seront prévus d'ici la fin de l'année. Il n'y aura pas de pénalité de retard. Le masque obligatoire au centre commercial Best. Il est le premier centre commercial de Moselle à l'imposer. Pour renforcer encore les mesures sanitaires, tous les visiteurs à partir de 10 ans devront être munis d'un masque dès le 25 mai. Les hôpitaux, privés comme publics, se sont fortement engagés durant toute la crise du coronavirus. Tous ont collaboré main dans la main pour combattre au mieux cette épidémie. Les directeurs des hôpitaux mosellans se sont réunis pour évoquer l'avenir de leurs établissements et leur future collaboration. Reportage de Charles Offsès. La réaction ne s'est pas fait attendre. Depuis le 16 mars dernier, sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé, les établissements hospitaliers mosellans ont collaboré pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. En Moselle-Est, la clinique Saint-Nabor de Saint-Avold a apporté une aide significative au centre hospitalier de Sarreguemines.
3 réanimateurs de cette clinique ont été mis à disposition de l'hôpital de Sarreguemines. Cette clinique a également mis à disposition d'autres établissements du territoire de Moselle-Est des équipements, notamment des respirateurs, et d'autres personnels, notamment des infirmiers qui travaillent dans les blocs opératoires habituellement, qui ont été mis à disposition, je crois, de Forbach et de SOS Saint-Avold. Cette crise sanitaire qui a touché la France et particulièrement le Grand Est a fait naître une solidarité entre les structures publiques et privées du territoire. Une coordination exceptionnelle qui se veut rassurante pour l'ensemble des représentants des établissements hospitaliers. Je pense qu'il est toujours très agréable de pouvoir appuyer ses craintes, ses inquiétudes et les croiser avec celles de nos collègues des établissements voisins. Donc c'est quelque chose de très positif que nous avons vécu dans cette situation particulièrement extraordinaire. Grâce à la mise en place d'une équipe de coordination incluant les hôpitaux du département, une réponse sanitaire adaptée à l'évolution rapide de l'épidémie a pu être apportée. Tous ont pu constater l'efficacité de cette collaboration et aimeraient la pérenniser. Ce qui serait vraiment très très intéressant, ça ne sera pas simple, c'est un défi qu'on se lance, c'est qu'on puisse maintenir cette bonne coopération entre les structures public-privé. Ça, je pense que ce serait très très bénéfique d'abord aux patients et à la population. Donc je pense que c'est un vœu qui est partagé par toutes les structures. Ce sera un défi, mais on peut y arriver. Un défi de taille, mais cette expérience qui est une réussite laisse présager la poursuite de ce travail collectif et collaboratif. Et les établissements de santé ont particulièrement coopéré en Moselle-Est. Vous pourrez écouter dans quelques minutes les témoignages poignants du directeur des hôpitaux de Sarreguemines et du directeur du Auberg. Elle n'a pas été épargnée par la crise sanitaire du Covid-19. L'entreprise Verissima de Götzenbrück avait fermé ses portes durant la période de confinement. Mais depuis maintenant plusieurs semaines, l'activité a repris et elle bat son plein grâce à la création d'un nouveau produit, Hygia Protect. Ce sont des écrans de protection en verre. Ils répondent à une demande de plus en plus forte. Reportage de Thibaut Desmerlet et David Orès. Cabinets dentaires, médecins, banques ou encore les industriels et les boutiques, l'entreprise Verissima installée à Götzenbrück attire de nombreux clients depuis la création de son nouveau produit, des écrans de protection en verre. Un produit créé rapidement pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19. On a quand même réussi à sortir un produit, une documentation, une marque en l'espace de 3 jours. Ainsi naît Hygia Protect. Quelques jours après sa commercialisation, plus de 2000 commandes ont été passées. L'afflux de commandes ayant eu lieu sur une semaine, ça a été extrêmement stressant. On y répond avec plaisir parce qu'il s'agit quand même de protéger la population. 17 mars, début du confinement. Le comité de direction de Verissima décide de fermer l'ensemble de ses sites de production, privilégiant la sécurité de ses 140 collaborateurs. À l'échelle locale, des entreprises se mettent à fabriquer des produits anti-Covid, gel hydroalcoolique, masques en tissu, en plastique. Verissima souhaite apporter sa pierre à l'édifice et met donc en place le concept d'Hygia Protect. Reste alors un point à éclaircir, le support de fixation. Le défi était de voir comment nous pourrions fixer cette plaque pour qu'elle soit autoportante. Nous sommes associés avec un fabricant de pinces pour garde-corps qui nous a fait les pieds qui permettent de recueillir notre plaque de verre. Et de juste la poser sur un élément, un comptoir, un bureau, sans venir abîmer le mobilier. Les écrans de protection sont donc mobiles. Ils permettent de moduler les espaces de travail en fonction des besoins. Le verre utilisé est trempé, ce qui le rend beaucoup plus solide. 4 fois plus résistant qu'un verre normal. Le produit est très transparent et surtout on peut le désinfecter et le nettoyer très facilement, comme vos vitres à la maison. Contrairement au plastique, le verre est un matériau écologique. Il est recyclable et on le produit localement en France et en Europe. Cerise sur le gâteau, les écrans sont personnalisables. Nous avons une machine qui fait de l'impression numérique, donc au départ les produits portent la marque Verissima, mais nous en avons déjà personnalisé des centaines de sociétés qui souhaitent les avoir à leur effigie. Grâce à ce nouveau produit, Verissima est passé d'une activité de 20 à 130% en quelques semaines. Avec l'afflux de commandes, il faut compter 8 à 10 jours pour recevoir votre écran. Par la suite, il pourra être livré en 48 heures. Côté prix, comptez 80 à 140 € pour un écran en fonction de sa taille. Alors en termes de prix, on est très proche du plastique. En revanche, effectivement, les 2 mois que nous avons perdus en chiffre d'affaires, on ne pourra pas les rattraper.
En 2 mois, Verissima évalue à 30% sa perte sur le chiffre d'affaires. Mais l'entreprise est confiante pour la suite, toute l'équipe reste mobilisée. Un marché est encore inexploité et le sera dès que possible, celui des restaurants, bars et cafés. Vers un retour à la normale, le déconfinement s'est accompagné de la réouverture des marchés aux commerçants non alimentaires. Depuis la semaine dernière, à Sarreguemines, les mardis et vendredis matins, il est possible d'acheter une grande variété de produits et même de nouveaux articles comme des masques ou des gants. Reportage. Durant le confinement, le marché de Sarreguemines aura déserté le centre-ville pendant uniquement une semaine. La mairie a en effet décidé de le rouvrir au plus tôt pour permettre aux clients habituels de s'y rendre. Pendant plus d'1 mois, un nombre restreint de commerçants étaient autorisés à vendre leurs marchandises. Il était en effet possible d'acheter à manger, mais pas de vêtements. Le nombre de clients était également réduit. Pendant le confinement, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent par rapport au virus Covid-19. D'autres commerçants ont été obligés de rester chez eux. On ne pouvait pas travailler, revenu zéro. On était un petit peu à l'effigie de la France entière. Tout le monde à la maison à se poser des questions, quoi faire. En bénéficiant néanmoins d'aides permettant à ce commerçant et à d'autres professionnels de compenser la perte économique. Depuis le 11 mai, il est possible pour tous les commerçants non sédentaires de vendre leurs articles les mardis et vendredis matins à l'occasion du marché bi-hebdomadaire de la Cité des Faïences. Sarreguemines a réouvert donc, pour tous les produits manufacturés, ce qui n'est encore pas le cas en Alsace et ce qui n'est encore pas le cas dans d'autres villes en France. Le retour de l'ensemble des commerçants attire davantage de clients. À ma grande surprise, peut-être c'est dû à la météo, peut-être que c'est dû également à la saison donc, des horticulteurs, les plants, etc. Je trouve qu'il y a quand même un retour de la clientèle au marché. Sans toutefois atteindre l'affluence des années précédentes, mais le déconfinement vient juste de commencer, les clients ont encore des réticences à sortir pour effectuer des achats. Les mesures de distanciation physique et l'usage quasi systématique de gel hydroalcoolique et de masques de protection ne suffisent pas à les motiver. Le virus et ses conséquences parfois dramatiques sont bien présents dans les têtes. Ne manquez pas dans un instant les témoignages du directeur des hôpitaux de Sarreguemines et du directeur du Auberg sur l'organisation des établissements de santé en Moselle-Est pour lutter contre la pandémie. On donnera ensuite la parole à nos internautes, puis aux joyeux lurons de plate-bande. A tout de suite sur Mosaïque Cristal. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Le groupe AVS Santé unit ses forces pour vous aider à faire face à la crise sanitaire. En ce moment, profitez de nos solutions de désinfection automatique des mains sans contact. Un distributeur durable et robuste pouvant contenir jusqu'à 1 litre de produit et garantie 2 ans. Profitez-en dès maintenant au prix avantageux de 350 € hors taxe. Livraison comprise. Et si vous le souhaitez, nous gravons votre logo au laser. En plus, pour l'achat d'un appareil, le groupe AVS Santé reversera 20 € à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Pour te protéger du coronavirus, lave-toi les mains très souvent. Évite de te toucher le visage, surtout la bouche, les yeux et le nez. Si tu tousses ou éternues, fais-le dans ton coude. Pour te moucher, utilise un mouchoir en papier, puis jette-le à la poubelle. Si tu es malade, tu dois rester à la maison. Si tu ne l'es pas et que tu croises des gens dans la rue ou des amis à l'école, pas de bisous, pas de câlins, pas de poignées de main.
Tu dois respecter une distance d'au moins 1 mètre, l'équivalent de 2 grands pas entre toi et les autres. Pour le moment, à l'école, les sports et les jeux collectifs sont interdits. Comme ça, tu pourras retrouver ton école, tes professeurs et tes amis en toute sécurité. Je vous le disais tout à l'heure, les hôpitaux de toute la Moselle ont lutté main dans la main contre le Covid. Une coopération de grande ampleur s'est mise en place, tout particulièrement entre les établissements de santé de Moselle-Est. Ils ont tenu à le faire savoir et à faire le point ensemble sur leur gestion de la crise en conviant les journalistes à l'IFSI de Forbach. Tous les chefs d'établissement ont pris la parole. Je vous propose d'écouter en intégralité ceux de notre secteur. Voici en premier le discours poignant du directeur des hôpitaux de Sarreguemines, Jean-Claude Kneib. Je tenais à vous dire que aujourd'hui, nous pensons que la phase aiguë de l'épidémie est derrière nous, puisque nous sommes en période de décroissance. L'effet cloche, donc on est sur la tangente de la cloche. Ça veut dire que l'épidémie commence à s'éteindre tout doucement. Alors avec le recul sur cette phase aiguë que nous avons connue depuis le mois de mars jusqu'au début du mois de mai, nous pouvons dire finalement que nous avons tous été sidérés, le mot n'est pas trop fort, par l'événement brutal et universel qui nous est arrivé. C'est un événement à nul autre pareil qu'on n'a jamais connu, en tout cas à nous autres. Le dernier événement en date était peut-être, dit-on, la grippe espagnole d'il y a une centaine d'années qui a eu ce type de déferlement sur le monde entier. Donc nous étions bien sûr loin d'imaginer l'importance de ce fléau, phénomène comme je le disais universel, qui a tout de suite, dont la mesure a tout de suite été prise par les établissements parce que nous nous sommes rapidement organisés. Nous n'avons pas attendu les consignes ni de l'État ni de l'ARS pour nous organiser. Je crois qu'on a été particulièrement réactifs, particulièrement créatifs, particulièrement imaginatifs dans les organisations qui ont été mises en place. Nous avons, dans un délai record, transformé nos établissements hospitaliers. Le CH de Sarreguemines, tel qu'il a fonctionné pendant cette période, ne ressemblait pas du tout à ce que nous connaissions avant. Nous sommes arrivés à quasiment au pic de l'épidémie à avoir 172 lits dédiés aux patients Covid, dont 27 lits de réanimation. Monsieur le docteur Areski, président de la CME, évoquera ce sujet beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc je le disais, l'engagement a été massif, rapide, réactif, sans faille, et la détermination a été collective. Ça, je peux le dire au niveau des hôpitaux de Sarreguemines, puisque les hôpitaux de Sarreguemines, direction commune, CHS et hôpital général, ont fonctionné en symbiose sur toute cette période, aussi bien dans l'organisation interne des ressources humaines que dans la prise en charge des patients. Sans vouloir me mettre à la place des collègues ici présents, mais je pense pouvoir dire qu'au niveau du territoire de la Moselle-Est, nous avons véritablement apporté aussi, grâce à cet événement, la preuve de la cohésion de ce territoire, la preuve que ce territoire, qui constitue en quelque sorte un territoire homogène, est aujourd'hui un territoire qui a une réalité véritablement sanitaire dans la lutte contre ce genre de problématiques. Ce que je tenais à dire dans cette organisation, c'est que chaque établissement a bien sûr organisé ses moyens et ses prises en charge, mais au-delà des établissements, comme je l'indiquais, nous avons été rapidement solidaires. Et nous avons organisé une coordination, même si la presse, même si nous-mêmes n'en avons pas beaucoup parlé, nous avons organisé une coordination de nos moyens de réanimation. Et c'est le docteur Areski, qui en parlera tout à l'heure, qui a organisé cette coordination. Il a passé quotidiennement des appels téléphoniques à ses confrères de Saint-Avold et de la clinique et bien sûr d'Unisanté pour justement faire le point sur les besoins principalement en lit de réanimation. Donc cette alliance, en quelque sorte, de fait, puisqu'elle n'est pas juridiquement constituée, cette alliance de fait sur le territoire Moselle-Est a parfaitement bien fonctionné. C'était une alliance de circonstances, et j'espère qu'au-delà de la circonstance, cette alliance va perdurer et que nous saurons tirer toutes les leçons en termes d'intérêt collectif de cette épidémie pour la suite des événements et pour la suite de l'organisation territoriale. Alors je dois souligner, bien que M. Areski en parlera mieux que moi tout à l'heure,
que véritablement dans ce genre d'épidémie, la réanimation a été l'enjeu vital, c'est pas peu de le dire, hein. La réanimation a permis effectivement à nos patients d'être pris en charge convenablement, à la fois sur nos établissements, mais grâce à la coordination territoriale en direction de Metz, grâce aussi aux hôpitaux de Metz, qui, au passage, sont beaucoup mieux dotés que nous, et je reviendrai tout à l'heure, en matière d'équipement, de réanimation et de lits de réanimation plus généralement. Sans la réanimation, il est évident que nous aurions été débordés rapidement. D'ailleurs, nous avons failli être débordés, notamment dans les derniers jours du mois de mars et dans les premiers jours du mois d'avril, puisque nous avons dû transférer un nombre important de patients. Par exemple, pour les hôpitaux de Sarreguemines, nous avons transféré 22 patients précisément, et sur ces 22, 11 ont été je parle sous le contrôle de M. Areski, je ne sais pas si vos chiffres sont vraiment les mêmes, mais nous avons transféré 11 patients en Allemagne, dont la plupart sont revenus. Malheureusement, 3 sont décédés et 2 sont toujours hospitalisés dans des hôpitaux allemands. Donc cette collaboration transversale a véritablement joué un rôle fondamental dans la bonne prise en charge des patients et dans la bonne gestion de l'épidémie. J'allais dire que paradoxalement, cette crise nous a permis de gérer les choses très facilement, presque plus facilement que dans la normale. Dans la situation normale que nous connaissons, que ce soit les hôpitaux publics ou les autres, nous avons un carcan de procédures, un carcan de formulaires, un carcan de démarches administratives, un carcan d'autorisation, de commission, où il faut montrer patte blanche et toujours se justifier quand on fait quoi que ce soit. Là, pendant cette période, qui est en fait une parenthèse, qui a duré 3 mois, nous avons finalement, et j'ose le dire, pu faire quasiment ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on avait carte blanche de la part des autorités de tutelle pour nous organiser. Nous avons pu de ce fait créer de toutes pièces, mais avec les moyens adaptés quand même, mais de toutes pièces malgré tout, des lits de réanimation supplémentaires, puisque sur Sarreguemines en particulier, l'autorisation primaire ne comporte que 8 lits de réanimation. Nous sommes passés de 8 à 27, donc x3, plus que 3 même. Et donc vous imaginez bien les efforts que cela a nécessité, les affectations de personnel. Il a fallu former de toute urgence des infirmiers pour suivre ces patients en réanimation. Et je dois dire que là, véritablement, nous avions aussi en interne dans nos hôpitaux une extraordinaire et une très belle solidarité qui a pu jouer. Je cite particulièrement l'exemple de Sarreguemines où grâce aux moyens infirmiers du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, nous avons pu affecter plus d'une vingtaine de jeunes infirmiers, qui étaient donc des infirmiers de psychiatrie. Nous les avons affectés à des activités plus lourdes, dont certains ont été affectés à de la réanimation. Et je peux vous dire qu'ils ont appris le métier, une partie en tout cas du métier, la partie essentielle nécessaire à la prise en charge de ces patients particuliers, dans un temps record, dans quelques jours. Et cela s'est fait sans heurts, sans discussion, sans récrimination, sans jérémiade, je dirais. Parce que le temps normal, et je force un peu le trait en disant cela, le temps normal est où effectivement la difficulté des managers que nous sommes, c'est de nous confronter à la fois à l'ARS avec l'ensemble des autorisations administratives qu'il nous faut pour travailler. Ça fait partie de la routine, je dirais, mais aussi en interne, quand il s'agit d'affecter un agent sur un poste qui n'est pas le sien, qui plus est dans une discipline qui n'est pas la sienne, je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué. Alors que là, cette période particulière nous a permis de procéder à des affectations très facilement, et les personnels soignants qui ont eu ces affectations particulières ont finalement été très satisfaits. Les retours que j'en ai eus, c'est des retours de grande satisfaction, de grande satisfaction humaine, d'expériences nouvelles, enrichissantes pour ces personnels. Sur la psychiatrie particulièrement, sans être trop long, les hôpitaux de Sarreguemines, en dehors d'être en direction commune, n'ont pas de particularité concernant le fonctionnement médical. Simplement, ce que nous avons décidé, et ce qui a très bien marché, c'est que le CHS, donc l'hôpital spécialisé en psychiatrie, a été quasiment autonome pendant cette période épidémique. Nous avions au CHS un certain nombre de patients atteints de cette maladie, à peu près une 50aine de patients qui étaient atteints, certains gravement, d'autres beaucoup moins. Parmi les patients les plus gravement atteints, nous avons pris le parti de les conserver dans
une unité particulière du CHS, qui est une unité d'addictologie qu'on avait reconstruite il y a quelques mois, qui s'appelle Equinox, et qui a la chance d'être équipée, d'être dotée de fluides médicaux muraux et d'un certain nombre d'installations techniques. Ce sont 12 lits qui ont été transformés quasiment du jour au lendemain en une unité de pseudo-réanimation, je mets des guillemets, puisque ce n'est pas vraiment de la réanimation, en tout cas c'était des patients ventilés avec des ventilateurs en BNI, comme disait Mme Cailly tout à l'heure, et nous avons eu très peu de pertes, puisque sur les patients qui ont séjourné dans cette unité, je crois que 2 malheureusement sont décédés, mais ça ne représente pas un nombre important par rapport à l'ensemble des patients qui ont transité par cette unité. Nous avons également transformé 2 autres unités psychiatriques du CHS en unité Covid. Une unité Covid, le bâtiment des Mimosas, pour des patients légèrement atteints, et également la particularité, c'est que nous avons dédié une unité dans le secteur des unités pour malades difficiles, également pour prendre en charge des patients Covid. Alors qu'il est, en termes de bilan, au niveau du CHS, donc très peu de décès. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun patient Covid, ni dans cette unité Equinox dont je vous parlais, qui a été restituée depuis le 18, donc depuis le début de la semaine, à sa vocation d'origine, c'est-à-dire à l'addictologie de niveau 2, donc de niveau 2, c'est-à-dire de sevrage complexe pour les polyaddictions. Et dans les autres secteurs, nous avons bien sûr rétabli un fonctionnement à peu près normal, tout en gardant une sécurité pour éventuellement réarmer s'il devait y avoir un rebond de cette épidémie. Voilà, donc je terminerai, je ne vais pas vous livrer beaucoup de chiffres, je pourrais vous répondre tout à l'heure dans le détail, mais quand même, donc 27 patients ont été soignés simultanément en réanimation, puisqu'on avait créé 27 lits, et nous avons soigné quand même sur Sarreguemines 82 patients qui ont transité par des lits de réanimation, sachant que les durées moyennes de séjour en réanimation sont très longues pour ce type de patients, de l'ordre de 3, 4, voire 5 ou même 6 semaines pour certains. Donc vous voyez que la rotation de ces lits n'est pas rapide et n'a pas été très importante, d'où finalement l'exploit d'avoir pu soigner quand même chez nous, sur Sarreguemines, 82 patients dans ces lits. Alors, je dois dire que sur le territoire de la Moselle-Est, en tout cas sur le territoire de proximité de Sarreguemines, il y a une grande solidarité spontanée qui s'est mise en place. Je veux citer en particulier 2 établissements qui, dès les premiers jours de l'épidémie, ont répondu présent et se sont adaptés. Tout d'abord, l'établissement de Jean-Marc Schwartz du Auberg, qui disposait d'un capacitaire de lits vacant à ce moment-là et qui a rapidement pu nous rendre service en accueillant des patients qui étaient en 7e, 8e jour de maladie, donc qui étaient plutôt sur la bonne voie de guérison. Et je souligne aussi, ils ne sont pas présents aujourd'hui, l'établissement de Sarralbe, l'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe, qui dispose d'une vingtaine de lits SSR qui, tous les 20, ont été occupés par des patients Covid. Et là aussi, la directrice, Mme Sitlowski, a joué dans un délai extrêmement rapide la carte de la solidarité. Alors bien sûr, j'allais dire, la Moselle-Est n'est pas un village gaulois qui est recroquevillé sur lui-même. Mais quand même, je crois qu'il faut souligner le fait important, c'est que nous avons pu nous organiser, que nous avons pu avoir une autonomie fonctionnelle dans cette période, malgré le fait, et ça c'est le côté ouverture de notre territoire, malgré le fait que nous avons effectivement eu besoin de Metz qui dispose d'une capacité notamment de réanimation autrement plus importante que la nôtre. Pour vous donner un seul chiffre, le nombre de lits de réanimation de la Moselle-Est est de 0,47 par 10 000 habitants, alors que la moyenne en Lorraine est de 0,97. Donc nous sommes quasiment du simple au double entre le taux d'équipement de la Moselle-Est par rapport à l'ensemble de la Lorraine. Les mêmes données chiffrées tout à fait comparables existent pour les unités de surveillance continue. C'est le mode REA un peu dégradé, un peu en dessous, où le taux d'équipement est à peu près de 0,5 pour 10 000 habitants en Moselle-Est, et il est de l'ordre de 1 pour l'ensemble du territoire de la Lorraine. Donc à partir de là, déjà, nous pouvons tirer un premier enseignement. Si nous avions été dotés des mêmes capacités en Moselle-Est que la moyenne régionale lorraine, nous aurions bien entendu pu faire face dans de meilleures conditions à cette épidémie, et nous
nous aurions certainement été beaucoup plus réactifs et peut-être que les patients, dont j'espère qu'aucun n'a perdu véritablement une chance de s'en sortir, mais dont les patients auraient pu avoir une meilleure chance encore, étant traités localement, de retrouver une situation normale dans des délais rapides. Donc moi, je souhaite simplement que cet état d'esprit qui a prévalu entre nous en Moselle-Est puisse survivre à cette période particulière de l'épidémie. Nous nous y emploierons, personnellement je m'y emploierai. J'ai une certaine responsabilité vis-à-vis du secteur public puisque l'établissement support que je dirige a cette responsabilité d'organiser la prise en charge des patients dans le cadre d'un projet médical partagé. Et je souhaite véritablement que les collègues ici présents des établissements qui ne sont pas concernés en première ligne par ce projet médical partagé puissent y souscrire selon leurs possibilités, selon leurs besoins, selon leur volonté. Beaucoup d'émotions aussi lors de la prise de parole du directeur du Auberg. Le centre de médecine physique et de réadaptation de Sarreguemines a été un maillon essentiel de la chaîne de soins et ce dès le début de la crise. Son directeur a détaillé les différentes étapes, non sans tacler lui aussi les autorités de tutelle. Je vous laisse écouter en intégralité le discours de Jean-Marc Schwartz. Ça va être difficile d'être bref dans une situation qui pour nous est une situation absolument exceptionnelle. Moi qui suis plutôt à la fin de ma carrière professionnelle, je ne pensais pas, lorsque j'ai commencé mes études d'infirmier il y a à peu près plus de 40 ans maintenant, je ne pensais pas avoir à vivre un jour une situation aussi particulière, pour ne pas dire terrible, que celle qu'on a vécue sur les 2 derniers mois. Terrible parce que personne n'a anticipé ce qui allait nous arriver. Lorsque nous nous retrouvons au mois de février, au début mars, et lorsque nous évoquons, nous, en équipe au niveau de l'établissement de SSR, la situation et l'évolution de cette situation, on se disait, on va attendre, on nous annonce une grippette. Mon Dieu! Oui, pour certains c'était une grippette, pour d'autres c'était loin d'être une grippette. Et pour ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment pour le secteur de Moselle-Est, qui a été particulièrement touché par ce qui s'est passé au titre du Covid, c'était loin d'être une grippette. Moi, je compte autour de moi une douzaine de personnes qui, de près ou de loin, sont décédées du Covid. Bien sûr, et notamment des amis proches. Des anciens, vous savez que je suis adjoint maire à Sarreguemines, des anciens conseillers municipaux, Jean-Claude Moulet qui est décédé, notre archiviste Didier Emer. Nous avons eu une adjointe au maire qui a été hospitalisée en réa, Claude Bernard, pendant des semaines, qui est passée par l'hôpital de Forbach, etc., etc. Un lourd tribut. Personne ne s'attendait à ça. Et aujourd'hui, il est facile de revenir en arrière, de regarder dans le rétro, de se dire on aurait dû faire ça. Parce que personne n'avait anticipé ça. C'est facile de dire après. Aujourd'hui, je pense qu'on a, et je rejoins l'ensemble de mes collègues, on a fait preuve d'une adaptabilité exceptionnelle à la situation et d'une solidarité exceptionnelle entre les établissements du territoire. On pourrait rajouter aux établissements qui ont été cités également les établissements médico-sociaux, puisque nous travaillons évidemment avec beaucoup d'établissements médico-sociaux. Monsieur Garcia, sur le groupe SOS, vous avez évidemment énormément de maisons de retraite. Nous, sur Sarreguemines, nous avons 2 maisons de retraite qui sont associatives, à but non lucratif. Nous avons, nous, sur notre groupe UGCAM, une masse et un FAM à Longeville et Saint-Avold, et qui, heureusement, pour certaines d'entre eux, ont pu passer relativement bien dans cette terrible crise qui est celle du Covid. Pour vous expliquer rapidement comment nous avons réagi au niveau du CMPR Le Auberg à Sarreguemines. La première étape a été pour nous de se dire, nos patients, puisqu'au moment où la crise commence, avec le confinement, l'établissement était plein. Nous avons 82 patients en hospitalisation complète, 10 patients en état végétatif, et surtout nous avions 50 places en hospitalisation de jour. La première étape a été de fermer l'hospitalisation de jour, tant sur le secteur adulte que sur le secteur enfant. Je ne parle pas des visites qui avaient été déjà arrêtées quelques jours avant. Et notre première réflexion était de dire, dans le cadre de ce qui s'annonce, le meilleur endroit où les patients seront, c'est à la maison, confinés. Donc nous avons fait une évaluation par rapport à chaque patient, notamment en estimant s'il y avait une perte de chance ou pas pour certains d'entre eux, et tous ceux qui pouvaient rentrer, on les a renvoyés. Et tous ceux qui ne fallait pas qu'ils viennent, on les a pas fait venir. Je parle sous couvert de Mme Sarawi, elle sait notamment à l'un ou l'autre cas auquel je pense.
Et donc ce que nous avons pu faire très rapidement, c'est vider l'établissement. Parce que notre objectif était évidemment de pouvoir ensuite servir aux établissements de court séjour, de délestage, de telle manière à ce qu'on puisse prendre les patients qui ne sont pas Covid, mais qui étaient aujourd'hui, enfin à l'époque dans les établissements de court séjour, pour qu'on puisse leur libérer des places, pour qu'eux-mêmes puissent créer des services de cohorting. Première étape. Ça a duré à peu près une dizaine de jours. À ce moment-là, nous n'avions pas encore de patients post-Covid à prendre en charge, puisqu'à ce moment-là, on était dans la phase où la montée en charge, si je peux me permettre ce terme, était effective au niveau des établissements de court séjour, avec toutes les réalités que vous avez décrites tout à l'heure, Mme Caillé, M. Knack, pour la clinique Saint-Nabor ou pour Saint-Avold pour Hospitaler, pour SES, pardon. Nous sommes dans ce deuxième temps, évidemment, on se dit il va falloir qu'on s'arme, parce qu'on parlait de réarmer tout à l'heure, mais il fallait qu'on s'arme en termes d'unité Covid. Et donc nous avons pu, et M. Laborde pour Filéris, Safran-Mermière-Labac, nous avons à peu près adopté la même stratégie. Nous avons créé une unité Covid. Alors les moyens que nous avons évidemment sont plutôt réduits. Nous avons fait une petite unité Covid qui était que de 9 lits, mais qui a bien servi, puisque sur la rotation, c'est plus d'une 50aine de patients qui sont passés par cette unité Covid. Aujourd'hui, cette unité Covid est plutôt on est en train de la désarmer, puisqu'aujourd'hui nous avons réduit cette unité de 9, on l'a réduit à 5, et nous avons encore à ce jour 2 patients qui sont Covid, considérés comme contagieux dans cette unité. Et dans cette unité, évidemment, nous avons toutes les mesures barrières lourdes que nous connaissons et que nous avons connues dans les services hospitaliers de court séjour. Après cette période où on a pris des patients Covid, on arrive à cette troisième phase qui est celle aujourd'hui d'accueillir des patients qui ont séjourné longtemps, pour ne pas dire très longtemps, soit en unité de réa, soit parfois même en unité de médecine. Aujourd'hui, nous avons accueilli un certain nombre de patients qui ont passé 4 à 5 semaines en unité de médecine, avec évidemment tout ce qui a été décrit et qui fait encore aujourd'hui l'objet d'analyse tout à fait particulière des équipes médicales, qui est une fatigabilité très importante, une fonte musculaire majeure. Pour les gens qui ont été longtemps hospitalisés, une perte de poids, et donc avec des atteintes graves, des pertes de poids importantes, et surtout, d'un point de vue fonctionnel, des déficits importants. Je ne parle pas peu des problèmes respiratoires, je laisserai le soin à M. Noël tout à l'heure d'en parler, et aux médecins, mais il s'avère aussi que la plupart des patients qui sont passés et qui ont été longtemps dans les services de court séjour, eh bien, on a souvent évidemment des atteintes pulmonaires importantes qui, pour la plupart d'entre eux, sont de l'ordre de 60-70%, voire plus, au niveau pulmonaire. Je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai été personnellement touché dans ma famille, dans mes proches. Aujourd'hui, notre rôle est là. Notre rôle est aujourd'hui d'accueillir des patients qui ont été longtemps hospitalisés, en réa ou pas. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment nous avons décidé de fonctionner, notamment avec l'hôpital de Frémin-Merlebac, pour leur réapprendre, et je parle là encore sous couvert des médecins de réanimation, leur réapprendre surtout simplement les actes de la vie quotidienne. Nous avons une patiente qui a été hospitalisée, qui était en réa à Poitiers, donc délocalisée en TGV à Poitiers, qui décrit son réveil en disant tout simplement « J'avais l'impression qu'au bout de chacun de mes bras, j'avais un poids de 30 kilos. Je n'étais même plus capable de lever ma main. » C'est ça aujourd'hui la réalité des patients qui ont été longtemps en Covid et qui ont été en réa, n'est-ce pas Farid? C'est aujourd'hui cette réalité-là. Et notre travail, il est là. Leur réapprendre à se lever, leur réapprendre à faire les actes simples de la vie quotidienne, couper un morceau de viande, se laver, aller du lit sur une chaise, un transfert lit-chaise, un transfert lit-fauteuil roulant, aller dans une douche, se laver. Ces actes simples de la vie courante qui permettent à un moment donné aux patients aussi de regagner de l'autonomie et pouvoir retourner ensuite, évidemment, rapidement, et c'est ça aussi l'objectif, notre objectif, le plus rapidement possible à son domicile. C'est notre rôle aujourd'hui. Alors, est-ce que tous les patients vont passer par le SSR? Non, évidemment que non. L'ambition déjà du court séjour, c'est que les patients puissent rentrer. Mais on a effectivement quelques cas. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où nous avons à accueillir beaucoup de patients qui sont des patients qui ont été en réanimation.
3-4 semaines et qui arrive maintenant avec la période. On recale les calendriers sur mi-mars, fin mars, début avril. Nous sommes donc à 5-6 semaines et on arrive donc dans cette période où on accueille ces patients-là. L'organisation que nous avons décidée au niveau des établissements de court séjour et des 2 établissements de SSR sur la filière neurologie est de dire tous les patients qui sortent directement de réanimation sans passer par un service de cohorting Covid, c'est-à-dire sans passer par un service de médecine classique, cohorting Covid, vont d'emblée dans l'établissement de Frémin-Merlebach, qui a ouvert un service dédié spécifique pour ces patients qui sortent directement de réa. N'est-ce pas ? Dans un second temps, ces patients, une fois qu'ils sont passés par l'hôpital de Frémin, peuvent éventuellement aller sur d'autres établissements SSR du territoire à partir du moment où on considère qu'ils ne sont plus contagieux. C'est aussi un critère important pour nous. Les autres patients qui sont passés par un service de médecine, aujourd'hui, ils peuvent aller dans d'autres établissements de SSR. Nous accueillons aujourd'hui, donc, par rapport à ces services de cohorting, des patients. Le critère, en gros, est le suivant. Pour les patients qui ne sont pas passés par la réa, on était parti de manière consensuelle, lorsqu'on s'est rencontrés il y a à peu près un mois, sur une base de 28 jours entre le début des symptômes et l'instant T, et également 3 jours d'apyrexie, ou en tout cas d'absence de symptômes, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a parfois des patients qui font de l'apyrexie pour d'autres raisons que le Covid. Donc après, il y a un élément à intégrer dans la réflexion. Pour les patients qui sortent de réa, on est parti sur 35 jours, plus 3 jours d'apyrexie. Nous avons, complété, sur décision de la communauté médicale du Auberg, nous avons complété par une disposition supplémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus d'admission dans l'établissement sans que nous ayons la garantie d'avoir un test PCR, donc écouvillon rhinopharyngé, sans avoir un test PCR négatif. Parce que notre objectif aussi aujourd'hui, c'est de ne pas faire rentrer dans l'établissement des patients Covid+, qui pourraient évidemment contaminer les autres patients. Pourquoi cette mesure ? Parce que tout simplement, les patients dont on sait aujourd'hui qu'ils ne sont plus contagieux peuvent bénéficier du plateau technique de rééducation. Alors que ceux qui sont Covid, encore contagieux, restent en chambre, dans l'unité Covid, et bénéficient d'une rééducation en chambre. Donc pour nous, c'est important de savoir quel est le statut de contagiosité du patient à l'instant T, pour savoir effectivement si ou non on l'oriente vers l'unité Covid. Comme vous l'avez dit tous très bien, aujourd'hui nous sommes plutôt dans une phase de décroissance. On sent dans tous les établissements une baisse du nombre d'admissions, une baisse du nombre de patients en réa. Et nous ne sentons pas non plus forcément, on s'attendait peut-être à plus de patients à accueillir sur nos établissements de soins, enfin dans notre établissement en tout cas, M. Laborde le précisera ensuite pour l'établissement de Frémin, mais nous ne sentons pas forcément une explosion de demandes, on n'a pas 80 demandes, mais par contre, toutes les demandes qu'on a sont des demandes qui sont d'une pertinence remarquable et pour lesquelles je sais que nous allons apporter vraiment une plus-value en termes de rééducation. C'est ça qu'il faut retenir. Donc si le passage est obligé par un centre de rééducation et par une rééducation notamment neurologique, je pense qu'il faut effectivement le faire, c'est important. Même si ce n'est que 8 ou 10 jours. On a eu un patient qui était en réa encore il y a 3 semaines et qui est sorti vendredi dernier et qui était en pleine forme. C'est très pas qui c'est, puisque enfin on voit à qui on pense. Et voilà, on a parfois aussi de bonnes surprises. Voilà un petit peu l'organisation aujourd'hui. Donc, cette organisation se complète évidemment avec nos collègues de Frémin, mais également avec les SSR polyvalents que sont pour notre territoire, le SSR polyvalent de Bitche pour l'hôpital pour le CH Robert-Pax et évidemment pour le SSR polyvalent de Sarralbe. Voilà un petit peu l'organisation qui est en place. Je voudrais revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Monsieur Kneip, vous avez fait grand plaisir tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on est parfois tranquille de pouvoir travailler sans avoir le poids administratif des uns et des autres. Je vous donne juste un exemple. Nous devions avoir la visite de certification avec les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé pour fin avril. Ça a évidemment été reporté. Nous avons laissé tomber nos ordinateurs, nos procédures et nos programmes qualité pour s'occuper avant tout de nos patients. Je le dis clairement et je le dis avec force. C'est un message politique que je suis en train de passer. Mais je le dis avec force. Dans les certifications de la Haute Autorité de Santé, je ne vois pas de critère qui dit que avez-vous un stock d'urgence qui vous permet de vous prévenir par rapport à une crise sanitaire avec des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des solutés hydroalcooliques, etc. Ça n'existe partout. Ça existe nulle part dans les critères, mais on devrait l'avoir partout dans tous les établissements.
Quand à un moment donné, on nous met, nous, face à nos propres responsabilités, nous savons les assumer. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait de manière solidaire entre les établissements. Et je remercie tous mes collègues avec lesquels nous avons travaillé vraiment de concert pendant toute cette période, parce que ça a été une période où nous nous sommes retrouvés ensemble autour d'une problématique commune et avec un objectif commun qui était celui de se dire quelle est la meilleure solution pour le patient. Notre objectif a toujours été le patient et toujours le patient. Ça, c'était pour le côté un petit peu politique, je ne peux pas m'en empêcher. Un petit focus aussi sur les personnels. Ça a été dit, avec des arrêts de travail un petit peu sur les uns chez les uns et chez les autres. Les personnels soignants des établissements hospitaliers et des établissements médico-sociaux ont payé un lourd tribut. Pour mon établissement, c'est 28 cas aujourd'hui confirmés. Et c'est à tous les niveaux. Ça va des agents de service au personnel de cuisine, en passant par les médecins, en passant par les cadres de direction, en passant par les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, etc., etc. On a tous payé, nous avons tous, et je peux le dire nous, puisque j'ai été malade également, tout à fait début mars, nous avons tous payé un lourd tribut. Nous avons, eu 2 hospitalisations parmi nos personnels qui se sont heureusement très bien terminées. Dans 3 hospitalisations. J'oubliais votre collègue. 3 hospitalisations qui sont heureusement bien terminées. La solidarité qu'on a pu avoir au niveau de nos établissements était vraiment également réelle au niveau des personnels. Nous avons pu utiliser des personnels, des kinés qui ont fait des nettoyages, des infections de chambre, des ergothérapeutes qui ont fait du brancardage et qui le font encore d'ailleurs aujourd'hui. Et cette solidarité était également envers nos collègues de court séjour, puisque nous avons pu mettre à disposition et de l'hôpital du CH Robert Pax et du CHIC Unisanté pour l'établissement de Lemire. Nous avons pu mettre pendant pratiquement un mois des kinés à disposition, 2 kinés en moyenne pour les établissements, puisque quelque part chez nous, ils étaient en astreinte à domicile. Nous avons également été très solidaires au niveau des éléments de protection, puisque lorsque l'un ou l'autre avait des masques, des surblouses, enfin des surblouses on n'en avait plus beaucoup à un moment donné, mais il n'y en a toujours pas beaucoup. Mais en tout cas nous avons fait preuve de solidarité entre nous puisque nous avons pu fournir les uns et les autres d'équipements de protection individuelle pour nos personnels et c'est important. Aujourd'hui, la question qui se pose pour nos personnels est de savoir quel est leur statut sérologique. Et j'espère que nous aurons, nous aussi, de la part de l'ARS, des consignes dans ce sens, qui iront dans le sens de l'évaluation des statuts sérologiques de nos soignants, parce qu'évidemment, on n'est pas dans la même situation, parce que si on a été malade ou pas, aujourd'hui, on sent quand même s'il y a beaucoup de réserves de l'OMS sur la notion d'immunité acquise, on sent quand même qu'il y a des pistes qui nous disent que même si on ne connaît pas la durée de cette immunité, qu'il puisse y avoir une petite immunité. En tout cas, ça me paraît aujourd'hui quelque chose qui est en train de se construire. On verra, on en saura plus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et je dis ça avec évidemment toutes les réserves que nous impose cette maladie, qui nous en apprend tous les jours et qui nous rappelle à notre humilité, à notre petite humilité d'humain. Voilà en gros ce que je voulais dire sur cette crise qui a été une crise, je le répète encore une fois, moi ça fait 40 ans que je suis dans le métier, j'étais de l'autre côté de la barrière, Monsieur Laborde on a été infirmier, en réa, au bloc, on n'a jamais connu ça, c'est terrible, voilà, on n'a jamais connu ça et on n'aurait jamais voulu connaître ça. Aujourd'hui, nous avons su montrer à l'échelle de notre territoire que nous savons être solidaires, efficaces, M. Kneip, à travers du GHT. Et je reprends les phrases que vous avez dites tout à l'heure, quand vous avez donné des ratios de l'IDREA. Je pense que ça, c'est un enjeu pour l'avenir. C'est de défendre la Moselle-Est comme étant un territoire de santé à part, qui a besoin des moyens nécessaires à la prise en charge de la population du territoire. Et c'est ça que doit retenir de cette crise. Il y aura un avant et un après Covid, tout le monde l'a dit, le président de la République l'a dit aussi. Et dans cet après Covid, il faudra retenir ça. Et même si nous avons été très réactifs, et vous avez été d'une particulière réactivité tous dans le court séjour, parce que quand je voyais moi 8 ambulances ou 9 ambulances des pompiers devant les urgences, et je savais que les patients qui étaient dedans étaient des patients qui étaient en situation difficile, eh bien vous avez su réagir, vous avez su faire le nécessaire. Avec un petit peu de l'IDREA de plus, je pense que ça aurait été plus simple.
On y pensera demain et il y aura des dossiers à défendre au niveau des autorités de tutelle notamment. Voilà, j'ai pas été évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'était... je voulais juste encore faire un petit aparté ou un élément un petit peu nouveau aussi qui s'inscrit un petit peu dans ce que nous vivons nous aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des patients de réa, des patients qui sortent de réa, qui ont été souvent, qui ont vu, qui ont vu la lumière au bout du tunnel. Ces patients aujourd'hui, ils se rendent compte aussi que ça fait 4, 5, 6 semaines qu'ils n'ont vu personne. Vous êtes transféré, vous vous réveillez à Poitiers, à Bordeaux, à je sais pas où, en Allemagne. Et où ça, alors quand c'est Völklingen ou Hambourg, ça va encore, mais quand vous vous retrouvez à Jena ou à Brno en République tchèque, c'est juste un peu terrible. Alors nous avons, nous, décidé avec l'équipe médicale que nous commençons à rouvrir un petit peu les visites pour un certain nombre de nos patients. Sur avis médical, dans des circonstances tout à fait particulières qui sont notamment celles-ci, des patients qui ont été hospitalisés longtemps et qui ont besoin pour une reconstruction psychologique, parce qu'on oublie souvent cette reconstruction psychologique dans le cadre de cette prise en charge post-Covid. Donc nous ouvrons. Alors c'est très limité, c'est sur avis médical, c'est très cadré puisque c'est de 15h à 15h45, c'est 6 patients pas plus, c'est une personne par patient, c'est évidemment avec toutes les mesures barrières, mesure de la température de la personne, du visiteur à l'entrée, etc., avec la présence de personnel soignant pour vérifier que tout se passe de manière conforme en respectant les gestes barrières. Mais nous pensons aujourd'hui que cette ouverture, alors évidemment on est un petit peu hors cadre de ce qu'on peut nous annoncer, mais on pense que cette ouverture aux visites participe de l'amélioration, en tout cas de l'état de santé des patients, et notamment d'un point de vue psychologique. Voilà, je conclurai par tout simplement un remerciement, et vous l'avez tous fait, et je le ferai évidemment aussi, pardon. C'est un remerciement à toutes nos équipes soignantes qui ont été au front, qui ont fait des changements de poste. Comme le disait M. Knaip, il disait tout à l'heure, mais quand parfois on change d'affectation, un salarié pour un autre poste, on est obligé parfois de mettre en œuvre des procédures qui sont extrêmement complexes. Personne n'a rechigné, ils étaient présents. On a eu des propositions pour nous mettre à disposition du personnel médical. Nous avions même réfléchi à mettre parfois nous aussi du personnel médical à disposition d'autres établissements. Voilà, cette solidarité qui a existé entre nous, il faut qu'elle reste inscrite dans nos mémoires et qu'elle contribue peut-être dans les mois et les années à venir à construire l'offre médicale sur le territoire de santé de Moselle-Est. Autre point sur lequel les chefs d'établissement de santé ont insisté, il faut consulter. Trop de patients ont délaissé leur santé par peur du Covid ou pour ne pas engorger les hôpitaux surchargés. Mais certaines pathologies nécessitent absolument d'être traitées. Chaque établissement a mis en place une filière non Covid. Maintenant que le message est passé, on va retrouver notre chroniqueuse Marie-Morgane pour parler de vacances d'été. Elle risque d'être compromise pour beaucoup cette année. Marie-Morgane a interrogé nos internautes à ce sujet. Voici leurs réponses. Et non, cette année, les vacances ne seront pas forcément celles dont vous rêviez depuis plusieurs mois. Le coronavirus a eu un impact sur les voyages. Et cela concerne également nos internautes. On pense à Sandra qui devait être en ce moment même à Djerba. Kinette a elle déjà dû annuler son circuit prévu aux Émirats Arabes Unis en mai. Et Nicole a abandonné son séjour en famille prévu à Lanzarote. Certains sont encore dans l'attente avec des voyages prévus dans plusieurs mois. Anne espère pouvoir partir à Fréjus, Célia au Gros du Roi, Isabelle à la Grande Motte. Stéphane, lui, a encore un peu de temps. Il a un voyage prévu en Turquie fin septembre. Isabelle a un beau voyage organisé à New York en novembre, mais elle nous a écrit « Plus du tout envie d'y aller. Cet été, nous resterons chez nous et irons nous balader dans les environs s'il ne fait pas trop chaud. » Et oui, c'est une solution choisie par de nombreux internautes restés dans la région. Pour Rachel, ce sera des vacances à la maison. Elle nous a écrit « Si c'est pour être à la plage en masque, le gel dans le sac, on est mieux chez soi. » Pareil pour Angélique, vacances à la maison avec piscine, barbecue et cocktail à gogo, mais à consommer évidemment avec modération. Et oui, ces vacances seront peut-être l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre territoire qui cache plein de petits recoins qui vous dépayseront. D'ailleurs, Mosaïque Cristal vous réserve une petite surprise à ce sujet, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique.
Et parmi les perles à découvrir sur notre territoire, il y a les chapelles qui figurent en bonne place, souvent atypiques, parfois isolées, la plupart du temps magnifiques. Elles sont l'objet de la discussion d'aujourd'hui entre Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien. Je vous laisse en compagnie de nos 4 joyeux lurons de plate-bande et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous retrouve dimanche dès 10h en direct sur Mosaïque Cristal pour l'installation du nouveau conseil municipal de Sarreguemines et l'élection du maire. À dimanche. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Liebe Zuschauer, also heute unser Thema, die Kapelle. Ich will jetzt Thomas Bitschelon verteidigen, weil in Bitschelon, das sind ja etliche Kapellen. Ja, das stimmt. Da ist die Kapelle von der Citadelle, sehr bekannt. Na, da oben, die steht ja, sieht man von allen Ecken. Und natürlich ist auch, also diese Kapelle, die liegt im Bertram am Herz, die ist Notre-Dame des Bois, heißt die, gell? Notre-Dame des Bois, ja. im Erbsental. Im Erbsental. Mitten im Wald ist die. Kommune Egelshardt. Ja. Was ist die, findest du gut, weil die so da kannst du so gut... Dort bist du ruhig. Kilometer weit herrscht niemand. Klingelt. Nix. Kein nix. SMS. Da ist bestimmt die Adresse gehen. Ja. Mensch, Martin hat die Adresse. 7 Kilometer im Wald drin. Ne? Ja. Aber man muss wissen, nein, man kann fahren bald mit dem Auto bis hin, aber du musst erst mal finden. Aber der Bertrand hat ja den Plan im Sack. Ja. Da im Bitscheln, das ist ein Hufe sowieso. Bei jedes Dorf oder Kleindorf, wo früher Kapelle war, existiert nicht mehr unbedingt. Zum Beispiel in Rohlingen, das sind, ich glaube, 5 Kapellen insgesamt. Und da gibt es zum Beispiel die Altkirche und in der Altkirche sind die Leute immer Wallfahrten gegangen. An der Altkirche, das heißt, im Mittelalter war da ein Dorf und das Dorf ist verschwunden, aber die Processionen fahren an der Kapelle. Auf der linken Seite ist die Kirche und auf der rechten Seite ist da der Presbyter oder sind da Leute, die wohnen? Nein, das gehört dazu. Ja. Das ist ein Bauernhof, Thalewil. Okay, ja, also das geht nicht nur im Bitschland, auch Kapelle, gell? Nein, das war schön in der Garage. Mal die schönen Kapelle vom 13. und vom 9. Siècle. Die Tour ist vom 13. Vom 13. Jahrhundert. Ja, das sind die Leute, sind sich da refugiert gegangen, gell? Also, wo ich weiß, wo Garagebach ist, das ist sehr schön. Der Turm, das ist richtig menschgrafisch im Mittelalter, wenn du in die Stadt kommst. Und die steht noch ganz, ja, die steht noch ganz. Genau so steht es doch. Früher haben sie auch noch geheiratet in der Kapelle, gell? Ja, sie haben sogar geheiratet in der Kapelle. Es waren viele Hochzeiten in der Kapelle, gell? Da war auch, hat er erst gesagt, oh, wer ist noch Schiria, wo wir da geheiratet haben in der Kapelle, gell? Das war ja durchschien. Ne? Jetzt sag mal lieber, glaubst du an das Leben auf den ersten Blick? Und dann sagt er, natürlich hat es glaub ich an das Leben auf den ersten Blick, denn wenn ich dich zweimal angeschaut hätte, hätte ich das bestimmt nicht geheiratet. Und dann sagt sie, seid doch nicht immer so wurscht zu mir, gell? Andere Männer, die heben ihre Frau zum Himmel, gell? Und du bist immer so wurscht mit mir. Die heben ihre Frau zum Himmel. Ja, wenn ich schon weiß, dass du da oben bleibst, hätte ich das schon lange gemacht. Das war jetzt besser. Gerade die Hochzeit. Da ist eine Hochzeit von 1914. In der Kapelle von Wetzum. Die Kapelle existiert noch, aber die ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen kaputt gemacht worden. Sie existiert aber noch, aber nicht mehr ganz so. Und was interessant ist, da sind die jungen Männer sind schon alle in deutscher Uniform. Und von denen 4 ich kenne vom Ersten Weltkrieg heimgekommen. Von denen 4, wo da mitgemacht haben. Und das ist auch Kapellsasch, wie sie sagen soll, abrufen. Hat der Unternehmer gesagt, das robt er nicht ab, weil er hat alte Steine gefunden, gell? Ganz genau. Es war ein Tempel von den Römern. So alt ist die Kapelle von Wetzum. Das immer wieder. Also Susanne, wir reden da von Kapelle und wie ihr wisst, ich komme ja von Plederstorf, gell? Und lo mal, was mir da in Plederstorf für eine schöne Kapelle haben. La Chapelle Sainte-Croix. Also schon schon, das muss sehr alt die Kapelle sein, weil man weiß gar nicht, also 1711, gell? Reden wir davon,
aber die hat schon lange existiert. Und es muss noch da in der Kapelle ein kleiner Stück vom Heiligen Kreuz, gell, ein richtiger, authentischer Stück von Reliquie, ja. Und deshalb heißt ja das Chapelle Sainte-Croix und der Schutzpatron ist der Wandler. Und wie wir gesehen, früher haben wir noch einen kleinen Brunnenpatron gehabt, der ist jetzt nicht mehr da vorne, der ist bei unseren Kumpel oder unseren Nachbarn von Rohlingen immer noch so gesehen, der Brunnen da. Ja, der Brunnen abonniert und hat er mitgenommen. Also das macht ein bisschen Polemik. Also ich will mal jetzt doch kennen. Das ist die Kapelle, wo man sieht an der Straße. Richtig, wenn du da im Rondell Richtung in der Rond-Point. In der Rond-Point, voilà, la chapelle du Rond-Point. Wenn noch all die Kapelle will ich sehen, la chapelle de la Montagne, auf dem Berg in Olve. In Olve. Das ist ganz oben und das ist die alte Kapelle. Vom Kirchhof? Vom Kirchhof, ja. Vom Eich. Vom Eich, ja, genau. In Brigg ist auch noch eine alte Kapelle. Die Chapelle Saint-Sébastien. Oh, Sébastien, ja. Das ist ein schöner Name. 1814 ist die gebaut worden. Ja. Und in Engeberg, wo ich herkomme, ist die Kapelle Saint-Verrain. Und das ist eine schöne Geschichte, weil da sind die Einwohner haben sich gesammelt und haben gesagt, sie wollen die Kapellen wieder renovieren. Und dann haben sie das Haus, das neben dran war, renoviert. Und haben jedes Jahr da Fest und für Geld sammeln und für die Kapelle zu renovieren. Die hängen an ihre Kapelle. Voilà. Wir machen jetzt Schluss zusammen. Wir haben lang gebabbelt. Ja. Und mit dem, was wir da schon schöne Foto gehabt haben, haben wir gesagt, wir gehen mal noch ein paar andere Fotos zeigen. So Bilder von früher, wie wir früher waren, wie wir noch klein waren. Oh, da gehen wir lachen. So Bilder von früher.